431 Trois chasseurs. Une étape Elro étendit sa paume droite et déclencha une boule de feu cramoisie. Au milieu du grondement, il engloutit les serpents enflammés dans sa propre explosion, stoppant leur avance vers le cercueil de bronze. Sans plus tarder, Albus ramassa la lampe au carbure et se leva. Il jeta un coup d'œil à Elro et sourit. « Alors tu sais quelque chose ?» Albus a alors nargué Lumian, « Tu es dans le noir ici. » Bon sang. S'il n'y avait pas ce cadre inapproprié, je vous affronterais. Ce n'est que maintenant que Lumian réalisa que l'insouciance d'Albus avait été une épreuve et un piège. C'est le château du Cygne Rouge de la famille Sauron, répondit Elro, ne s'adressant pas directement à Albus mais en déclarant un simple fait. Elle laissait entendre qu'elle avait la lignée de la famille Sauron et qu'elle résidait au château de Red Swan depuis près de 6 ans. Il était tout à fait naturel qu'elle possède des connaissances. Albus déplaça son regard vers les bougies blanches, leurs flammes presque aux tiers éteintes, comme s'il n'avait pas entendu Elro. Il a demandé sans détour. « Que faites-vous dans les profondeurs de ce palais souterrain ? Si vous ne partagez pas, comment pouvons-nous coopérer et vous aider ?» Elro regarda le cercueil en bronze et se tourna de manière inattendue vers Lumian. « Je souhaite explorer cette zone interdite, connue comme le terrain secret de la famille. Seuls quelques-uns sont autorisés à entrer pour découvrir si la malédiction dans notre sang est liée à cet endroit. Vous êtes un énorme. Vous considérez-vous réellement comme un membre de la famille Sauron ?» Albus Médicis se moqua de la dame. C'était à la fois une fouille contre Elro pour avoir caché toute la vérité et un effort pour semer la discorde entre elle et la famille Sauron, lui faisant prendre conscience de sa place. Alors, il n'est pas nécessaire d'aider la famille Sauron à cacher ses secrets ? Lumian discerna un double sens dans les mots d'Albus. Cela lui a fait soupçonner que l'autre partie pourrait déjà être un conspirateur. Son attitude peu sympathique pourrait être un piège déguisé. Imperturbable, Elro soupira et dit « Je porte la moitié de la lignée de la famille Sauron et je suis également un chasseur. Moi aussi, je serai hanté par cette malédiction. » À ce stade, elle tourna son regard vers Albus Médicis et demanda « Qu'est-ce qui vous amène dans les profondeurs du palais souterrain ? Ne me dites pas que vous êtes vraiment ici pour vous livrer aux jeux enfantins de mon naïf cousin ?» Albus répondit d'un ton mi-soupir, mi-sincère « Il est temps que la malédiction de la famille Sauron prenne fin. Et pour briser cette malédiction, nous devons d'abord sonder l'essence et l'origine de cette malédiction. » Est-ce vrai ? Elro ne faisait plus preuve de la même obéissance et de la même retenue. Albus rit. « Je serais idiot de vous croire sur parole. Néanmoins, un vrai conspirateur ne se contente pas de mentir. Il révèle toujours des vérités partielles, voire toute la vérité. C'est juste qu'ils omettent les parties cruciales. Quelle était la vérité dans la réponse d'Albus Médicis ? Se pourrait-il qu'il souhaite sincèrement aider la famille Sauron à briser la malédiction ? Si Elro le disait, je la croirais. Comment un étranger comme lui, sans lien avec la famille Sauron, peut-il posséder une telle gentillesse ? Serait-ce un sous-produit de la poursuite de son véritable objectif ? Lumian écoutait en silence, disséquant les réponses de ses deux compagnons. Son changement brusque de comportement et sa maîtrise des araignées noires géantes ne semblaient pas être quelque chose dont une jeune fille vivant dans la maison de son grand-père serait capable. Elro et Albus évaluèrent l'explication de Lumian avec des sourires identiques, presque moqueurs. Puis, ils se tournèrent tous deux vers lui et lui demandèrent à l'unisson. « Pourquoi vous êtes-vous aventuré dans les profondeurs du palais souterrain ?» « Moi ?» Lumian s'est pointé du doigt avec sa main gauche libre et a répondu honnêtement. « Quelqu'un m'a chargé d'enquêter sur le déclin de la famille Sauron et m'a fourni quelque chose. » Le « quelqu'un » faisait référence à Gardner Martin, et le « quelque chose » concernait la dangereuse corruption du 13 avenue du Marché, bien que Lumian n'ait pas révélé s'il avait accepté. Albus sourit, reconnaissant le mensonge tout en étant conscient de la véritable identité de Lumian. Les yeux d'Elro clignotèrent, évaluant rapidement quelle partie des mots de Lumian étaient vraies et lesquelles étaient fausses ou incomplètes. Après un moment de silence, Lumian soupira et réprimanda Albus et Elro. « Vous les chasseurs, malgré tout ce que vous avez dit, pas un seul d'entre vous n'a fait un pas en avant. » Ils restèrent tous les trois à la porte, attendant l'un l'autre pour entrer dans le champ de mine. « Vous parlez, les gars, est une perte de temps. » Albus soupira. Néanmoins, il s'est abstenu d'avancer. Il claqua la langue et ajouta « Si seulement un au-delà de la voie marin était là à un moment comme celui-ci. » Ne présumez pas que les Beyonders of the Sailor sont impulsifs, imprudents et impatients. La potion peut avoir un effet, mais le caractère et l'expérience d'une personne sont les facteurs les plus critiques qui déterminent ses actions. Si vous vous appuyez sur de tels stéréotypes pour les Beyonders of the Sailor à l'avenir, vous pourriez vous retrouver transformé en une caractéristique, se moqua Elro d'Albus. Lumian s'est abstenu de se joindre à leur débat et a demandé d'un ton contemplatif. Si nous n'avions pas choisi la voie du milieu et la porte de la folie, serions-nous toujours là? Oui, mais certaines pièces sont encore plus dangereuses, répondit Elro, le regard fixé sur les environs de la salle. Lumian hocha la tête et demanda « Allons-nous rencontrer des monstres de niveau demi-dieu ?» La plupart des caractéristiques des Beyonders de niveau demi-dieu ont été récupérées. Beaucoup en dessous du niveau demi-dieu s'attardent encore dans le palais souterrain,
transformant cet endroit en un terrain de chasse restreint pour les membres de la famille Sauron cherchant à s'améliorer. Elro ne semblait pas enclin à cacher quoi que ce soit à la famille Sauron. La plupart d'entre eux ont été récupérés. Cela signifie-t-il que certains sont encore cachés dans les profondeurs du palais souterrain? Cela a-t-il coïncidé avec la disparition totale de certains membres clés? La famille Sauron ne veut-elle pas les récupérer, ou en est-elle incapable? En effet, la description d'Elro correspond à la situation actuelle de la famille Sauron. Il n'y a pas beaucoup de demi-dieux de niveau saint, mais c'est quand même un nombre substantiel. De nombreux membres clés sont dispersés dans le monde militaire, politique et commercial, exerçant une influence significative. Manque-t-il de force à un niveau supérieur? Il n'y a pas d'ange, seulement un artefact scellé de niveau 0. Ou n'y a-t-il qu'un seul ange? Lumian jeta un coup d'œil autour de lui et réalisa qu'Elro et Albus restaient remarquablement patients, comme s'ils s'étaient figés sur place. À vrai dire, Lumian fut tenté d'observer les résultats d'Elro et d'Albus, utilisant leur chance pour évaluer le danger de s'aventurer plus profondément dans la salle du palais souterrain. Cependant, étant donné le tempérament erratique d'Elro et le silence troublant de Termiboro, il abandonna l'idée. Non seulement c'était extrêmement risqué, mais cela pouvait aussi l'induire en erreur. À ce moment-là, Lumian ressentit soudain une montée de danger. Il se tourna rapidement, son regard suivant la lueur de la lampe au carbure, et Albus et Elro firent de même. Dans le couloir diagonal au-dessus, une main avec des vaisseaux sanguins rouges foncés, presque noirs, sortait de l'obscurité, se pressant contre le mur, éclairé par la faible lueur jaunâtre. Dans le cercueil de bronze, entouré de bougies blanches, une main aux vaisseaux sanguins rouges foncés, presque noir, s'étendit soudain, saisissant un cœur ratatiné et noirci, d'où le sang suintait. La créature menaçante du cercueil de bronze a-t-elle fait surface? Avant que Lumian ne puisse activer Spirit World Traversal, une peur intense l'envahit, comme si elle voulait qu'il cède, et il se pencha involontairement en avant. Résistant et luttant instinctivement, lui, avec Albus et Elro, recula et entra dans la salle. En un instant, une illusion s'est matérialisée sous leurs yeux. Lumian a été témoin de la salle enveloppée de flammes violettes surréalistes, semblable à un enfer de mythes et de légendes. Au cœur des flammes violettes se trouvait le cercueil en bronze. Il était devenu transparent, comme s'il avait perdu sa forme physique, révélant un anneau noir de fer qui appuyait dessus. L'anneau était enfoncé dans le sol, avec en son centre une eau de source visqueuse et sans fond, couleur sang. Dans l'eau de source, des cœurs ratatinés et noircis se balançaient de haut en bas. Des lignées s'étendaient depuis l'anneau noir de fer. Certains s'enroulaient autour de la base du cercueil en bronze et s'y enfouissaient, tandis que d'autres se connectaient aux bougies blanches. L'instant suivant, Lumian entendit un rugissement illusoire frénétique et violent, comme s'il émanait des profondeurs souterraines. Son esprit a chancelé et il a perdu connaissance. Dans l'obscurité sans limite, Lumian, abasourdi, entendit faiblement une voix majestueuse, mais les mots échappaient à sa compréhension. Dans sa stupeur, il s'efforçait de discerner la voix. Le chant mélodieux d'Aurore et la flûte aérienne des bergers résonnaient à ses oreilles. « Je suis l'elfe du printemps. » Alors que les voix devenaient progressivement plus distinctes, Lumian sentit une chaleur torride dans sa paume droite. L'intensité de la sensation était presque palpable, accompagnée d'une douleur brûlante. Douleur. Douleur. Lumian sortit de sa fugue et se força à ouvrir les yeux. Devant lui, une boule de feu cramoisi jaillit, et il se retrouva enfermé dans une structure métallique, son corps tenu droit. À ce moment-là, un homme vêtu de robe noire, arborant une barbe rouge vif qui le faisait ressembler à un hybride homme-lion, se tenait devant la structure métallique. Il tenait des bougies ramollies et les pressait contre le corps de Lumian, une par une. Sans hésitation, Lumian a activé la marque noire sur son épaule droite. Avec un scintillement fantomatique, il a disparu du cadre métallique, avec une partie des bougies. Lumian se matérialisa rapidement à l'entrée du labyrinthe souterrain du château du Cygne Rouge. Il scruta rapidement les environs et poussa un soupir de soulagement, voyant que tout semblait normal. Sans tarder, Lumian a brossé la cire de son corps et a examiné ses affaires. À son grand étonnement, non seulement les objets mystiques originaux, les pièces d'or, les billets de banque et diverses lotions étaient intacts, mais même la caractéristique billondée de l'artisan de la figure de cire et le cœur ratatiné qu'il avait obtenu dans le palais souterrain restait. Personne ne m'a fouillé? Au milieu de sa perplexité, des souvenirs fragmentés lui traversèrent l'esprit. Il se souvient de scènes de lui-même marchant en silence dans l'obscurité sans sa lampe au carbure. Sur ces images, son visage apparaissait sans vie et rigide, comme celui d'une figure de cire. Finalement, il atteint une pièce et se blottit dans une structure métallique, attendant calmement la transformation de l'artisan de la figure de cire. Cela ne me ressemble pas du tout. Lumian frotta sa tête lancinante et choisit de monter les escaliers, quittant le labyrinthe souterrain. Il retourna aussitôt au salon du premier étage, où il trouva le poète Iraeta, en train de siroter joyeusement de l'absinthe. « Tu es de retour aussi ?» Iraeta s'enquit avec curiosité. « Oui, » répondit Lumian, ayant retrouvé son calme, alors qu'il s'installait sur le canapé et offrait un sourire. « Je me suis séparé d'eux. » Alors qu'il finissait de parler, Albus, avec ses cheveux rouges feu,
fit son apparition à la porte du salon.